Je m'appelle Pauline Dubois, 29 ans, spécialiste en marketing à Lyon. Je vivais dans la dépendance de mes parents, économisant pour mon propre appartement tout en participant à leur prêt immobilier à hauteur de 1 500 € par mois. C'était notre arrangement jusqu'à ce que mon jeune frère débarque, croulant sous les dettes après avoir dilapidé son argent en soirées et mauvais paris. Soudain, on attendait de moi que je le tire d'affaire pour maintenir la famille à flot pendant qu'il continuait à dépenser. J'ai refusé, mais mes parents ont insisté, prêchant, « Nous sommes tous dans le même bateau ». Une nuit, les tensions ont explosé. Le visage de papa est devenu rouge, et il a hurlé, « Dehors !» et ne revient jamais. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que j'en avais fini. Alors, je suis partie, j'ai fait mes bagages et je suis partie. Des semaines plus tard, maman a appelé, affolée, me demandant pourquoi j'avais arrêté de payer le prêt immobilier. Ma réponse les a fait taire. Curieux de savoir ce que j'ai dit. Restez avec moi. Ça va être fou. Laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez. Aimez et abonnez-vous pour voir ce drame familial se dérouler. La vie était stable jusqu'à ce que Noah, mon frère, débarque avec un sac de sport et une kyrielle d'excuses. Je vivais dans la dépendance de mes parents à Lyon, mettant toute mon énergie dans mon travail de marketing dans une agence de publicité locale. Mes journées tournaient autour de l'élaboration de propositions, de la chasse aux approbations des clients et de la gestion d'une campagne à enjeux élevés pour une chaîne régionale. Chaque euro économisé allait à mon rêve de posséder un logement. Mais je couvrais aussi 1 500 € par mois pour le prêt immobilier de maman et papa, un arrangement que nous avions conclu pour que je puisse rester sans payer de loyer. Ce n'était pas glamour, mais ça me maintenait sur la bonne voie. Je restais tard au bureau à peaufiner des textes publicitaires ou à faire des calculs, toujours avec mon objectif d'économie en vue. Ma routine était stricte, travailler, économiser, répéter. J'avais même réduit mes pauses café pour étirer davantage mon budget. Puis mon frère est revenu en force dans nos vies. Il avait perdu son emploi de barman à Paris, et au lieu de se débrouiller, il a débarqué à notre porte, empestant le parfum bon marché et porteur d'une dette que j'avais du mal à concevoir. Il avait dilapidé des milliers d'euros en vêtements de marque, en applications de jeux de hasard nocturnes et en tournées de boissons pour des inconnus. Je l'ai surpris se vantant d'une veste en cuir qu'il avait achetée 800 € alors que je me serrais la ceinture pour couvrir le prêt immobilier. Il ne s'est pas excusé, s'est contenté de sourire et de dire qu'il s'en sortirait bientôt. Je voulais le croire, mais son passé criait le contraire. Je l'avais déjà vu faire ça quand il avait 19 ans, empruntant de l'argent à maman et papa, Sylvie et Philippe Dubois, pour des urgences qui se révélaient toujours être des billets de concert ou des additions de bar. J'en ai parlé un soir au dîner, essayant de garder ma voix calme. Il doit trouver un travail, ai-je dit, coupant mon poulet. Nous ne pouvons pas continuer à financer ses erreurs. Le visage de maman s'est tendu et elle a posé sa fourchette. Il traverse une période difficile, a-t-elle dit. Nous sommes tous dans le même bateau. Papa a hoché la tête, la mâchoire serrée, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Ils avaient toujours eu un faible pour mon frère, leur petit dernier, qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais la responsable, celle qui payait les factures à temps, alors naturellement, on attendait de moi que je prenne le relais. Ils ne l'ont pas dit explicitement, mais le message était clair, je devais puiser dans mes économies pour l'aider. L'idée me donnait la nausée. J'avais travaillé trop dur pour laisser mes rêves s'envoler à cause de ces mauvais choix. Mais la pression n'a pas cessé. Maman a commencé à laisser tomber des allusions, de petites remarques quotidiennes sur la façon dont la famille passe avant tout, sur la façon dont mon frère avait juste besoin d'un petit soutien pour se remettre sur pied. Papa était moins subtil. Tu réussis bien au travail, disait-il, comme si mon salaire était un distributeur automatique familial. J'ai essayé de raisonner avec eux, expliquant que mes économies étaient pour mon avenir, pas pour ses dettes. Mais chaque conversation se terminait de la même manière, eux le défendant, moi me mordant la langue pour maintenir la paix. Le travail a commencé à peser plus lourd aussi. La campagne que je dirigeais avait une date limite serrée, et j'étais déjà à bout. Un après-midi, j'ai foiré un appel client en mélangeant les chiffres du budget parce que j'étais distraite à revivre le dernier chantage affectif de maman dans ma tête.
Mon patron l'a remarqué, me tirant à part pour me demander si j'allais bien. J'ai forcé un sourire, dit que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Je me surprenais à fixer des tableaux, calculant combien de temps je pourrais encore payer le prêt immobilier pendant que mon frère nous ruinait. Mon compte d'épargne, qui augmentait régulièrement, était maintenant bloqué. Chaque fois que je vérifiais mon solde, je ressentais une pointe de ressentiment. J'ai essayé de parler directement à mon frère, espérant qu'il entendrait raison. Un soir, je l'ai trouvé étendu sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Tu dois arrêter de dépenser », ai-je dit, gardant un ton neutre. « Je ne te couvrirai pas », il a à peine levé les yeux, marmonnant quelque chose à propos d'un nouveau travail qu'il allait probablement obtenir. J'ai insisté, lui demandant des détails sur sa dette, combien à qui et quand il la rembourserait. Il a haussé les épaules, a dit que c'était sous contrôle, puis a changé de sujet pour parler d'une soirée à laquelle il avait assisté. Je suis partie, les mains tremblantes, sachant qu'il n'avait aucun plan. La dépendance, autrefois mon refuge tranquille, a commencé à ressembler à une cage. Je restais éveillée, écoutant le bourdonnement du chauffage, me demandant comment j'avais fini par être le filet de sécurité de la famille. Les mots de maman et papa résonnaient dans mon esprit, nous sommes tous dans le même bateau. Mais je n'avais pas l'impression que nous étions nous. J'avais l'impression que c'était moi contre son chaos, avec eux l'encourageant. J'ai maintenu ma routine, travailler, économiser, payer le prêt immobilier, mais le poids de leurs attentes m'écrasait. Il fallait que quelque chose cède. Une semaine après mon entretien raté avec mon frère, j'ai trouvé un relevé de carte de crédit qui n'était pas le mien. Il était arrivé par la poste, glissé parmi les factures de la dépendance, adressé à moi, mais avec une banque que je n'avais jamais utilisée. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. 5 000 € de dépenses dans des bars, des sites de jeux en ligne, une location de voiture que je n'avais jamais touchée. Le compte avait été ouvert à mon nom, avec mon numéro de sécurité sociale, mais je n'en avais pas fait la demande. J'ai eu un haut le cœur. Je savais qu'il avait fait. Les dépenses imprudentes de mon frère venaient de me retomber dessus, et maintenant mon crédit, mon avenir était en jeu. J'ai fait irruption dans la maison principale. Le relevé froissait dans mon poing. Il était dans la cuisine, réchauffant des restes, agissant comme si le monde était son terrain de jeu. « Tu as utilisé mon nom », ai-je dit, ma voix basse mais perçante, brandissant le papier. « Tu as ouvert une carte de crédit et dépensé 5 000 €. Tu es fou. » Il s'est figé, puis a haussé les épaules, s'appuyant contre le comptoir. « Ce n'est pas grave », a-t-il dit avec un sourire narquois. J'avais besoin de liquidité. Je m'en occuperai. Son ton désinvolte a allumé un feu en moi. T'en occuper, ai-je lancé. Tu ruines mon crédit. C'est de la fraude. Il a levé les yeux au ciel comme si j'exagérais et a marmonné, tu as de l'argent. Paye-le pour l'instant. Je ne pouvais pas y croire. Il ne se dérobait pas seulement à ses responsabilités. Il me reprochait son désordre. Je n'ai pas reculé. Tu vas arranger ça, ai-je dit en m'approchant. Appelle la banque. Admets ce que tu as fait ou je le ferai. Son sourire narquois a disparu, remplacé par un froncement de sourcils. Tu es tellement égoïste, a-t-il rétorqué. Toujours à te croire meilleur que moi. L'accusation m'a piqué, mais j'ai tenu bon. Il ne s'agit pas de moi, ai-je dit. Tu as dépassé les bornes. Répare ça ou je te dénoncerai. Il a pris son assiette et est sorti, marmonnant entre ses dents. Je suis resté là, le cœur battant, le poids de sa trahison s'enfonçant en moi. Mon nom, mon identité, mêlée à son chaos. C'était pire que je ne l'avais imaginé. Cette nuit-là, j'ai appelé la banque, ma voix ferme, malgré la panique dans ma poitrine. La représentante a confirmé que le compte avait été ouvert il y a 3 semaines, lié à mes informations personnelles. J'ai expliqué que ce n'était pas moi, et ils l'ont signalé comme fraude, me conseillant de bloquer mon crédit. J'ai passé des heures en ligne à verrouiller mes comptes auprès d'Experian, Equifax, TransUnion. Chaque étape me rappelait à quel point l'imprudence de mon frère était profonde. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. C'était mon avenir qui était en jeu. Si mon crédit chutait, mon rêve d'acheter une maison,
déjà mis à mal par les 1500 € que je payais mensuellement pour le prêt immobilier de maman et papa, pourrait disparaître entièrement. J'en ai parlé à maman et papa le lendemain, espérant qu'ils verraient la gravité de la situation. Nous étions assis dans le salon, l'air tendu. J'ai étalé le relevé, expliqué la fraude, les 5000 €. Il a utilisé mon identité, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Cela pourrait me ruiner. Vous devez le faire arrêter. Le visage de maman s'est froissé, ses mains se tordant sur ses genoux. Il ne voulait pas ça, a-t-elle dit doucement. Il est juste dans une situation difficile. J'ai regardé, incrédule. Papa s'est penché en avant, la mâchoire serrée. Tu en fais toute une montagne, a-t-il dit. Paye-le et nous nous occuperons de lui plus tard. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Il ne le défendait pas seulement. Il rejetait le fait qu'il m'avait volé, qu'il avait mis ma vie financière en péril. Vous n'écoutez pas, ai-je dit, ma voix montant. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il a commis un crime. Maman a secoué la tête, les larmes aux yeux. Ne dis pas ça de ton frère, a-t-elle murmuré. Les yeux de papa se sont rétrécis. Tu as un bon travail, a-t-il dit. Tu peux gérer ça. Arrête de semer le trouble. L'injustice brûlait. J'étais celle qui payait leur prêt immobilier, qui maintenait la famille à flot, et maintenant j'étais la méchante pour avoir dénoncé ces actes. J'ai quitté la pièce, les mains tremblantes, le relevé toujours serré dans mon poing. Il l'avait choisi lui, encore une fois. Le travail offrait une brève évasion, mais même cela me glissait entre les doigts. Mon patron venait de me donner une énorme opportunité, diriger une nouvelle campagne publicitaire pour un client national, une chance de faire mes preuves pour un rôle de stratège senior. La présentation était due dans 10 jours, et j'étais déjà en retard, ma concentration, brisée par le désordre à la maison. Je restais tard au bureau à regarder des maquettes, mais mon esprit ne cessait de revenir à ce relevé de carte de crédit, aux excuses de maman, au rejet de papa. Lors d'une réunion d'équipe, j'ai cafouillé une question sur les prévisions budgétaires. Mes pensées étaient embrouillées par le rapport de fraude que j'avais déposé. Mon patron a levé un sourcil et j'ai forcé un sourire, promettant de faire un suivi. Je ne pouvais pas laisser cela gâcher ma chance. De retour à la dépendance, je faisais les 100 pas, les murs se refermant sur moi. L'esbrouf de mon frère n'était pas seulement une trahison. C'était un avertissement. Je ne pouvais pas continuer à vivre sous leur toit, leurs règles, leur loyauté aveugle envers lui. La dépendance, autrefois une étape pratique vers mon avenir, ressemblait maintenant à un piège. J'avais protégé mon crédit pour l'instant, mais combien de temps avant qu'il ne fasse autre chose ? Le refus de maman et papa de le tenir responsable était un avertissement. Il continuerait à s'attendre à ce que je répare ses bêtises, à sacrifier mes objectifs pour ses erreurs. La pensée de rester, de laisser ce cycle continuer me donnait des frissons. J'avais besoin d'une issue, même si cela signifiait tout recommencer. Quelques jours après le fiasco de la carte de crédit, papa a convoqué une réunion de famille qui a tout changé. Je suis entrée dans le salon, le ventre serré, sentant l'orage gronder. Maman était assise sur le canapé, ses mains agitées, tandis que mon frère était étalé dans un fauteuil, faisant défiler son téléphone comme si rien n'avait d'importance. Papa se tenait près de la fenêtre, le visage dur, le crépuscule lyonnais projetant des ombres derrière lui. « Nous avons un problème, a-t-il dit, sa voix basse et tranchante. Les dettes de ton frère sont à nouveau hors de contrôle. 10 000 € d'applications de jeux de hasard et de virées shopping. Tu les couvres, Pauline, ou tu es dehors de la dépendance. » Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises. 10 000 €. En plus du désordre qu'il avait déjà fait avec mon crédit. Ma tête tournait, mais j'ai gardé mon visage impassible. Je ne paie pas pour ces erreurs, ai-je dit, ma voix ferme, bien que mes mains tremblaient à mes côtés. J'ai déjà assez fait pour cette famille. Mon frère n'a pas levé les yeux, son pouce toujours glissant sur son écran. La voix de maman a brisé le silence, douce et suppliante. Il essaie, Pauline, a-t-elle dit. Il a juste besoin d'un petit coup de main pour se remettre sur les rails. La famille se sacrifie pour la famille. Ces mots m'ont piqué, tournant le couteau de leur favoritisme.
Des sacrifices, ai-je rétorqué, mon ton plus acerbe que je ne le voulais. Je me sacrifie depuis des années, à maintenir cette maison à flot. Quand est-ce qu'il prend ses responsabilités? Les yeux de papa se sont rétrécis, sa mâchoire serrée. Tu as un bon travail, a-t-il dit. Tu peux te le permettre. Arrête de rendre ça plus difficile que ça ne l'est. L'injustice me brûlait. Je me suis tournée vers mon frère, qui a finalement levé les yeux, son expression, blasée. Tu nous noies, ai-je dit, ma voix tremblante de colère. Tu as dilapidé 10 000 euros pour des bêtises, et je suis censé arranger ça? Explique-toi. Il a haussé les épaules, se penchant en arrière dans sa chaise. Ce n'est pas ma faute si les choses sont devenues difficiles, a-t-il dit, sa voix dégoulinante d'indifférence. Tu es toujours si arrogante, agissant comme si tu étais parfaite. Ces mots étaient une gifle, mais je n'ai pas bronché. Il ne s'agit pas de moi, ai-je lancé. Tu as dépassé les bornes, et je ne nettoierai pas ton désordre à nouveau. Il a levé les yeux au ciel et est retourné à son téléphone, me rejetant complètement. Je me suis tournée vers papa, espérant un brin de raison. Il n'essaie même pas, ai-je dit. Pourquoi est-ce à moi de payer? Papa a fait un pas en avant, sa voix montant. Parce que tu fais partie de cette famille, a-t-il crié. Soit tu aides, soit tu pars et tu ne reviens plus. La pièce est devenue silencieuse, ses mots planant lourdement. Maman a halté, tendant le bras vers lui, mais il s'est éloigné. Mon cœur battait la chamade, un mélange de choc et de trahison me submergeant. Je m'attendais à de la résistance, mais pas à ça, un ultimatum de jeter mon avenir à la poubelle ou de perdre ma maison. Des larmes ont piqué mes yeux, non pas de tristesse, mais de la brûlure crue de leur choix. Il le choisissait lui, encore une fois, plutôt que moi. Maman a essayé d'adoucir le tout, sa voix tremblante. Pauline, s'il te plaît, a-t-elle dit. Nous devons juste rester unis. Il s'en sortira. J'ai secoué la tête, la gorge serrée. Vous continuez à le rendre incapable de faire face, ai-je dit. Vous le laissez nous ruiner, et c'est moi qui paie le prix. J'ai regardé mon frère, toujours collé à son téléphone, indifférent au chaos qu'il avait causé. Tu t'en fiches même, ai-je dit, ma voix brisée. Il n'a pas répondu, n'a même pas levé les yeux. Je me suis retournée et suis sortie, mes pas lourds sur le parquet. La dépendance m'a semblé plus froide quand je suis revenue, les murs se refermant. Leur exigence, 10 000 euros pour son imprudence, était un poids que je ne pouvais plus porter. Je me suis assise sur mon lit, l'esprit en ébullition. Mes contributions à la maison, mes années à maintenir les choses en place, ne signifiaient rien pour eux. Ils me voyaient comme une ressource, pas comme une fille. Les dettes de mon frère, son indifférence, leur défense aveugle. C'était un cycle que je ne pouvais pas briser en vivant sous leur toit. La dépendance, autrefois un havre pratique, était maintenant un piège, me liant à leur chaos. J'ai pensé à mon travail. La nouvelle campagne publicitaire que je dirigeais, la chance d'une promotion. Si je restais, je perdrais plus que de l'argent. Je me perdrais moi-même. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Sophie Laurent, ma meilleure amie depuis l'université. Sa voix a traversé le brouillard dans ma tête, chaleureuse et ferme. Pauline, qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé. J'ai tout déballé, l'ultimatum de papa, les 10 000 euros, l'apathie de mon frère, les excuses de maman. Ma voix s'est brisée alors que j'admettais à quel point j'avais l'impression que ma famille m'avait tourné le dos. Ils le choisissent lui plutôt que moi, ai-je dit, les mots amers. Sophie n'a pas hésité. Tu ne mérites pas ça, a-t-elle dit. Tu dois partir, Pauline. Pour de bon. Ces mots m'ont frappé durement, faisant écho aux pensées que j'avais refoulées. Rester signifiait plus de ça, plus d'exigence, plus de trahison, plus de mes rêves qui s'envolaient. J'ai pris une profonde inspiration, fixant les murs de la dépendance. Partir me coûterait un loyer, un déménagement affecterait mes économies, mais rester coûterait plus cher, ma santé mentale, mon avenir, ma paix. On peut parler demain? Ai-je demandé à Sophie, ma voix plus ferme maintenant. J'ai besoin de trouver comment partir. Elle a répondu instantanément, son ton ferme. N'importe quand. Je te soutiens.
Pour la première fois cette nuit-là, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. La dépendance n'était plus ma maison. C'était une chaîne, et j'étais prête à la briser. L'ultimatum de papa avait tracé une ligne, mais c'est moi qui allais décider où me tenir. Le lendemain matin, je me suis assise avec Sophie dans un café local, traçant mon plan d'évasion. L'endroit bourdonnait de bavardage, mais je remarquais à peine, mon esprit fixé sur l'ultimatum de papa. J'ai déballé tout le désordre à Sophie, son exigence de payer 10 000 € pour les dettes de mon frère, son hurlement final de partir. Ma voix a tremblé alors que j'admettais à quel point j'avais l'impression que ma famille m'avait tourné le dos. Sophie s'est penchée en avant, ses yeux fixés. « Tu ne peux pas rester », a-t-elle dit. « Il t'utilise. Viens vivre avec moi dans mon appartement en centre-ville. C'est petit, mais il y a de la place pour toi. » Son offre m'a frappée comme une bouée de sauvetage. Je n'avais même pas envisagé de déménager avec elle, mais l'idée a déclenché quelque chose, la liberté du chaos à la maison. Je sirote mon café, faisant des calculs dans ma tête. Louer avec Sophie coûterait environ 1 000 € par mois, la moitié de ma contribution actuelle au prêt immobilier. Je paierais toujours 1 500 € à maman et papa jusqu'à ce que je puisse couper les ponts complètement. Mes économies, accumulées pour un apport personnel pour une maison, en prendraient un coup. J'étais si proche, peut-être à 1 an d'acheter un logement. Partir maintenant signifiait repousser ce rêve peut-être de 2 ans, peut-être plus. Mais rester signifiait plus de disputes, plus d'exigences, plus de l'imprudence de mon frère qui me vidait. J'ai regardé Sophie, son visage plein d'inquiétude. « Ça en vaut la peine », ai-je dit, ma voix ferme. « Je dois partir. » De retour au bureau, j'ai déjeuné avec Marc Dupont, un collègue qui était devenu un confident au fil des ans. Je lui ai raconté l'explosion, comment papa m'avait jeté dehors à cause des dettes de mon frère. Marc a posé son sandwich, le front plissé. « Tu déchires au travail », a-t-il dit. « Tu as une chance d'obtenir ce poste de stratège senior. Ne les laisse pas te tirer vers le bas. » Ces mots ont fait mouche. Ma carrière était la seule chose que je pouvais contrôler, le seul endroit où je n'échouais pas. « Tu as raison », ai-je dit. Je dois me concentrer sur moi pour une fois. Marc a hoché la tête, sa voix calme mais sûre. Partir est la bonne décision. Tu vas y arriver. Cette conversation a scellé le tout. J'ai passé les jours suivants à déménager en secret, prenant soin de ne pas alerter maman, papa ou mon frère. J'ai épluché les annonces en ligne d'appartements, me limitant à l'endroit de Sophie et à un studio de secours au cas où sa situation de colocataire changerait. Son appartement était un confortable T2 au centre de Lyon, proche du travail, avec un loyer que je pouvais assumer si je serrais mon budget. J'ai commencé à faire mes affaires dans la dépendance, déménageant lentement pour éviter les soupçons. Les vêtements sont allés dans des sacs de sport, les livres dans des cartons, le tout rangé dans un coin de mon placard. Je les ai étiquetés « rangement » pour que mon frère ne fouine pas. Il traînait dans la maison principale, aussi inconscient que jamais, pendant que maman et papa agissaient comme si rien ne s'était passé. J'ai appelé une entreprise de déménagement locale, réservant une petite camionnette pour la fin de la semaine. Le gars au téléphone m'a donné un devis de 400 € pour un court trajet en ville. J'ai grimacé en pensant à mes économies, mais c'était un petit prix pour la liberté. J'ai maintenu ma routine pour les tromper, petit déjeuner avec maman, courte conversation avec papa sur le travail, même un sourire forcé pour mon frère. À l'intérieur, j'étais un désordre, remettant en question chaque étape. Et si je ne pouvais pas me permettre le loyer? Et si le travail ne marchait pas? Mais chaque fois que j'hésitais, je me souvenais de la voix de papa, nette et finale, dehors. Je ne restais pas là où je n'étais pas voulu. Sophie m'a aidé à planifier via des SMS tardifs. Elle m'a envoyé un contrat de location à examiner, a promis de vider la moitié de son placard pour mes affaires. On va s'amuser, a-t-elle écrit, ajoutant une série d'émojis. Son optimisme me maintenait sur terre. J'ai aussi rencontré ma banque pour séparer mes finances du compte joint de la famille. Le conseiller m'a guidé, fermant mon accès, s'assurant que mon frère ne puisse plus toucher un centime. C'était comme couper une chaîne. Le vendredi, j'avais tout en place, une nouvelle adresse, une date de déménagement, un budget.
J'allais emménager avec Sophie, partager le loyer et reconstruire à partir de là. La dépendance, autrefois mon havre de paix, ressemblait maintenant à un poids que j'étais prête à laisser tomber. J'avais peur, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Le samedi est arrivé et la maison était silencieuse car ma famille était partie pour le mariage d'un cousin. Je me tenais dans la dépendance, le cœur battant mais stable, sachant que c'était ma chance. Sophie est arrivée dans sa vieille voiture à Hayon et Marc est arrivé quelques minutes plus tard dans une camionnette de déménagement louée, le moteur grondant dans l'allée. Nous avions une petite fenêtre de temps. Maman, papa et mon frère ne seraient pas de retour avant le soir. J'avais planifié chaque détail pour que ce soit rapide et propre. Seuls les essentiels venaient avec moi, des vêtements, quelques livres, mon ordinateur portable et une boîte de souvenirs. Le reste vieux meubles, bibelots, je les ai laissés derrière moi. C'était comme me débarrasser d'une peau que j'avais dépassée. Sophie m'a serré dans ses bras en entrant, sa voix lumineuse mais ferme. Faisons ça, a-t-elle dit, attrapant un sac de sport. Marc, toujours pratique, a commencé à charger les cartons dans la camionnette, les manches retroussées. Tu fais ce qu'il faut, a-t-il dit, empilant soigneusement ma sacoche d'ordinateur portable. Leur soutien m'a maintenu ancré pendant que nous travaillions. Nous nous sommes dépêchés, transportant des sacs et des cartons sous la bruine matinale, la camionnette se remplissant en moins d'une heure. Je continuais à jeter des coups d'œil à la maison principale, à moitié m'attendant à ce que mon frère se montre et fasse une scène, mais l'endroit est resté silencieux. À midi, nous étions en route pour l'appartement de Sophie dans le centre de Lyon. Le trajet était court, juste 15 minutes, mais c'était comme traverser une frontière. Son logement était un petit et deux exigu avec des meubles dépareillés, mais il était chaleureux, vivant de son énergie. Nous avons monté mes affaires par l'escalier étroit, Marc plaisantant en disant qu'il aurait besoin d'un abonnement à la salle de sport après ça. Sophie a fait de la place dans son placard, poussant ses vêtements sur le côté. Plein de place, a-t-elle dit en souriant. À 15 heures, tout était déballé. Mes vêtements suspendus, des livres empilés sur une étagère empruntée, mon ordinateur portable branché sur le comptoir de la cuisine. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, libéré du poids des exigences familiales. De retour à la dépendance pour un dernier voyage, je me suis tenue seule dans l'espace vide. Les murs nus me regardaient, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de perte. Non pas pour l'endroit, mais pour ce que j'avais espéré qu'il pourrait être. J'ai secoué ça et je me suis assise au petit bureau, sortant une feuille de papier. Ma main tremblait en écrivant la lettre. Maman et papa, ai-je commencé. Je suis partie. J'ai payé 1 500 € par mois pour votre prêt immobilier, mais vous m'avez dit de partir. Je ne suis plus responsable de cette famille. Surtout pas des dettes de mon frère. J'en ai fini. Je l'ai gardée courte, chaque mot délibéré. Pas de place pour une mauvaise interprétation. J'ai plié le papier, l'ai laissé sur le bureau et j'ai fermé la porte à clé derrière moi. Cela semblait définitif, comme clore un chapitre. En partant en voiture, j'ai ressenti une bouffée de soulagement, comme un nœud dans ma poitrine s'était desserré. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. L'appartement de Sophie n'était pas la maison de mes rêves, mais c'était un nouveau départ, un endroit où je ne répondais qu'à moi-même. J'imaginais mon compte d'épargne ne saignant plus pour les erreurs de quelqu'un d'autre. La pensée de l'insouciance de mon frère, du soutien aveugle de maman et papa, ça faisait encore mal, mais c'était derrière moi maintenant. J'ai jeté un coup d'œil au rétroviseur, la dépendance rétrécissant au loin, et j'ai laissé échapper un rire tremblant. Je l'avais fait. J'étais libre. Mais alors que l'euphorie s'estompait, une pointe d'inquiétude s'est insinuée, que se passerait-il à leur retour ? Maman pleurerait probablement. Papa fulminerait. Et mon frère, il s'en moquerait probablement comme toujours. J'entendais déjà la voix de papa m'accusant de les abandonner ou maman me suppliant de revenir. La lettre était claire, mais la lirait-il seulement ? S'en soucierait-il ? J'ai refoulé ces pensées, me concentrant sur la route à venir. Sophie et Marc m'attendaient à l'appartement, prêts à ouvrir une pizza et à célébrer. Leur rire noirait les doutes, du moins pour ce soir.
Je me suis garé sur le parking, le moteur de la camionnette cliquetant en refroidissant. Sophie a fait signe depuis le balcon, son sourire large. Marc était déjà à l'intérieur, installant une chaise pliante pour moi. C'était ma nouvelle normalité, pas parfaite, mais la mienne. La lettre persistait dans mon esprit, ces mots une ligne dans le sable. Chacun d'eux était sincère. Ma famille avait fait son choix, et maintenant j'avais fait le mien. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, j'avais l'impression qu'il m'appartenait. 3 semaines plus tard, les SMS désespérés de maman ont illuminé mon téléphone. Pauline, nous avons des problèmes. Le premier disait, la banque menace de saisir. S'il te plaît, appelle. Je fixais l'écran, mon café refroidissant sur le comptoir de la cuisine de l'appartement de Sophie. Ils avaient trouvé ma lettre, réalisé que j'avais arrêté de payer les 800 € par mois pour leur prêt immobilier. Un avis de la banque était arrivé, avertissant d'une saisie s'il manquait un autre paiement. 30 jours, disait-il, avant qu'ils ne perdent la maison. Mon estomac se tordait, non pas de culpabilité, mais d'un étrange mélange de pitié et de détermination. Je les avais portés trop longtemps. Maman a appelé ce soir-là, sa voix tremblante. Pauline, nous avons besoin de toi, a-t-elle dit. Paye juste le prêt immobilier un peu plus longtemps. Nous trouverons une solution. J'ai pris une profonde inspiration, debout près de la fenêtre de ma nouvelle maison. Les lumières de la ville de Lyon scintillaient en bas. Vous m'avez dit de partir, ai-je dit, mon ton calme mais ferme. Je ne suis pas responsable de vos choix ou des siens. Elle a supplié, ses mots se bousculant. Ton frère essaie, mais il a besoin de temps. Je l'ai coupé. J'en ai fini de nettoyer ces bêtises. Vous avez fait votre choix. J'ai raccroché, le cœur battant, mais plus léger. J'avais tracé une ligne, et je ne la franchissais pas. La nouvelle m'est parvenue par un cousin. Mon frère n'avait pas changé. Il continuait à éviter les emplois, à accumuler les factures de cartes de crédit, laissant maman et papa se débrouiller. Leurs finances s'effondraient. Les avis de retard s'accumulaient, non seulement pour le prêt immobilier, mais pour les services publics, les paiements de voitures, même ces vieilles dettes de jeu. Les 10 000 € que papa m'avait demandé de couvrir n'étaient que le début. L'imprudence de mon frère les avait enfoncés plus profondément dans le rouge. Le cousin a dit que la banque était sérieuse au sujet de la saisie. Leur maison était maintenant une bombe à retardement. J'ai ressenti une pointe, imaginant l'inquiétude de maman, la colère de papa, mais je l'ai refoulée. Ils l'avaient rendu incapable de faire face, et maintenant ils en payaient le prix. À la maison, les choses étaient pires. Maman et papa se disputaient constamment, chose qu'ils avaient rarement faite auparavant. Le cousin a décrit des disputes houleuses, papa reprochant à maman de dorloter mon frère, maman accusant papa de m'avoir éloigné. Ils ne pouvaient pas s'entendre sur la façon de le gérer. Papa voulait le couper des vivres, le forcer à se débrouiller seul. Maman insistait pour lui donner une dernière chance. Leur dispute résonnait dans la maison, une fissure dans les fondations de la famille qu'ils avaient toujours prétendu être incassables. Mon frère, inconscient comme toujours, continuait à dépenser, continuait à promettre qu'il allait arranger les choses bientôt. Il ne l'avait pas fait, et il s'enfonçait. Pendant ce temps, je construisais quelque chose de nouveau. L'appartement de Sophie était devenu mon sanctuaire. L'espace exigu avec ses planchers grinçants et ses plats dépareillés me semblait plus une maison que la dépendance ne l'avait jamais été. Au travail, je m'étais jetée à corps perdu dans la grande campagne publicitaire que je gérais. Les nuits tardives, les révisions interminables et une réunion de présentation qui me faisait transpirer les paumes ont porté leurs fruits. Le client a adoré, et mon patron m'a appelé dans son bureau une semaine plus tard. « Tu es notre nouvelle stratège senior », a-t-elle dit, un rare sourire perçant. La promotion s'accompagnait d'une augmentation suffisante pour reconstruire mes économies, même avec le loyer. Je suis sortie de son bureau, la poitrine gonflée de fierté. Pour la première fois, j'avançais, je ne faisais pas que tenir bon. Je n'avais pas parlé à maman, papa ou mon frère depuis l'appel. J'avais bloqué leur numéro, non par dépit, mais par nécessité. Chaque SMS, chaque supplication m'avait semblé un hameçon, essayant de me ramener dans leur chaos. J'ai discuté avec Sophie,
qui m'a rappelé que j'avais fait ce qu'il fallait. Tu t'épanouis, a-t-elle dit un soir autour d'un plat à emporter. Ne les laisse pas te tirer vers le bas. Marc lui a fait écho au travail, me faisant un high-five quand il a entendu parler de la promotion. Leur soutien m'a ancré, un rappel que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour être entière. Avec le recul, je voyais clairement la leçon. Fixer des limites n'était pas égoïste. C'était une question de survie. Ma famille m'avait manipulé, culpabilisé pour que je porte leur fardeau. Mais je m'étais libérée. Leur choix d'orloter mon frère, ignorer mes sacrifices avait des conséquences. La menace de perdre leur maison, les disputes qui les déchiraient. C'était leur fardeau maintenant, pas les miens. Je me sentais plus forte, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je m'étais choisie. Ma nouvelle vie n'était pas parfaite, mais elle était la mienne, construite selon mes propres termes. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci de m'avoir soutenu. Il n'est pas facile de s'éloigner de sa famille, de tracer cette ligne, mais parfois, c'est la seule façon de protéger sa paix. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Partagez vos réflexions. J'adorerais les entendre.